Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette 10e fiche d'histoire des pays d'Europe centrale et orientale, 10e et dernière fiche consacrée donc au dernier volet de notre comment dire parcours, hein, sur la période donc qui va de 1981 à 1990, c'est-à-dire d'une part la fin de l'URSS avec les derniers successeurs de Brejnev, les ultimes tentatives de réforme, et puis donc bien sûr un peu ce qui va se passer après, la fameuse année 1989, et ensuite bien sûr les débuts du post-communisme que l'on évoquera assez rapidement sur la période 1990 et après. Alors trois parties, comme d'habitude dans ces fiches. La première donc va nous permettre de voir un peu ce qui se passe avec les successeurs de Brejnev, hein, qui vont être au nombre de trois, deux d'une part qui vont rester très peu de temps, d'une part pour commencer Yuri Andropov puis Konstantin Tchernenko, et ensuite le réformateur, l'ultime réformateur que sera Gorbatchev en 1900, qu'à partir de 1985. Deuxième partie, eh bien, nous verrons les conséquences effectivement des réformes de Gorbatchev, c'est-à-dire cette fameuse année 89 qui fera d'une part, eh bien, d'une part en première partie la redéfinition, l'écroulement de l'empire soviétique, la perte de toutes les possessions coloniales de cet empire qu'il avait acquis, rappelez-vous, dans les années du XVIIIe, du XVIIe siècle, du temps des tsars, hein, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, tous ces pays-là, et même le Bélarus et l'Ukraine vont être perdus. Et puis évidemment, l'année 89, pour nous, c'est celle de novembre 89, la chute du mur de Berlin, et tout ce qui va se passer de janvier à décembre 89, où tous les pays de l'Europe centrale vont redevenir des pays libres et indépendants, avec des gouvernements évidemment pluralistes, des démocraties libérales. Et nous verrons dans la troisième partie, bien sûr, ce qui se passe après la dissolution de l'Union soviétique, hein, qui va disparaître corps et bien à la fin de l'année 91, et le monde qui va commencer après, un nouvel ordre mondial dans un premier temps, puis ensuite un monde multipolaire, hein, où il n'y aura plus de guerre froide, effectivement, sauf peut-être encore en Asie du Sud-Est, hein, d'Extrême-Orient, mais pour nous, évidemment, pour l'histoire de l'Europe centrale, ce sera le retour, effectivement, d'une Europe unie avec les fameux élargissements que nous évoquerons à la fin de cette fiche. Alors, dans une première partie, donc, surtout bien retenir qu'il y a deux successeurs à Brejnev qui meurt, rappelez-le-vous, en novembre 1982. Brejnev laisse un empire vermoulu, exsangue économiquement, la guerre d'Afghanistan n'a rien arrangé, qu'on a évoqué la dernière fois, et le temps des réformes est plus que jamais indispensable, d'autant plus qu'aux États-Unis, depuis le début des années 80, se trouve au pouvoir un homme qui s'appelle Ronald Reagan, qui est un républicain qui mène une politique à outrance anticommuniste, et en renforçant notamment la course aux armements. Donc, évidemment, tout cela n'arrange rien et il va être temps d'essayer de réformer l'Empire soviétique et ses alliés. C'est d'abord Yuri Andropov qui va s'atteler à cette tâche. Du 12 novembre 1982 au 9 février 84, il reste pas très longtemps, Andropov au pouvoir. Qui est-il? C'est quelqu'un qui aurait pu effectivement tout réformer. C'est l'ancien chef du KGB pendant 15 ans. C'est quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important, notamment de 1967 à 1982. Mais ça va être un réformateur avorté. D'une part, un certain nombre d'erreurs vont être commises. N'oublions pas la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II en mai, le 13 mai 1981. Et puis, il va tenter également d'opérer un certain nombre de réformes économiques, de réformes contre la corruption, mais qui vont échouer, peut-être sans doute faute de temps. Sur le plan international, la période d'Andropov correspond à 4 moments importants, 2 qui vont être vraiment très négatifs et 2 tentatives de détente qui vont échouer. Quand Andropov mourra en 84, il faut se souvenir qu'il avait proposé Gorbatchev, qui était son poulain, comme successeur. Ça ne sera pas encore le cas puisqu'il y aura Tchernenko d'ici là. Alors, sur le plan international, d'une part, c'est la fameuse crise des euromissiles qui n'a jamais cessé, rappelez-vous, depuis les années 70, qu'on a vu qu'elle autre fois.
ces fameuses fusées SS-20 pointées vers les principales capitales européennes, fusée SS-20 que Andropov va te faire pointer vers d'autres cibles, plutôt en Orient, mais cela ne trompera personne, ça ne sortira pas la crise des SS-20. Ce qui nous sortira de la crise des SS-20, c'est fusées à moyenne portée déployées en Allemagne de l'Est face au Pershing de l'OTAN, développés eux en Allemagne de l'Ouest, eh bien ce sera tout simplement Gorbatchev qui retirera tout simplement ces fusées. Donc là, Andropov échoue, personne évidemment n'est dupe de cette, comment pourrions-nous dire, de cette mascarade, en quelque sorte. Et puis ce sera une énorme bourde, une bévue qui se produit en septembre 83, le 1er septembre. C'est la fameuse affaire du Boeing sud-coréen. Un avion donc qui avait décollé de Séoul direction les États-Unis et qui survole donc forcément, fatalement, dirions-nous, la Sibérie, et qui est abattu par la DCA soviétique, prenant cet avion pour un avion espion. Alors là aussi, levée de bouclier dans le monde entier, Ronald Reagan en tête, et bien sûr, les soviétiques disent que c'est un accident, mais personne ne veut y croire, et cela ne va pas arranger l'attention internationale non plus pour Andropov, qui décidément a bien du mal à sortir des années Brejnev. Autre tentative, c'est de sortir de cette fameuse guerre d'Afghanistan qui dure depuis 1979, une guerre interminable et qui coûte une fortune à l'armée rouge qui est empêtrée dans ce conflit. Donc tentative de rencontre du leader des Moudjahidines, le commandant Ahmed Shah Massoud, ce sera un échec également là aussi, et également échec aussi avec cette volonté de se réconcilier avec les Tchécoslovaques, qui pourtant effectivement avaient été ces derniers ultimes réformateurs, rappelez-vous du socialisme à visage humain que Brejnev n'avait pas entendu. Andropov peut-être aurait pu faire un effort, mais il essaye des excuses officielles, ça ne marche pas, et puis je dirais qu'il manque le temps, puisque début 1984, il décède donc officiellement pour insuffisance rénale. Gorbatchev ne lui succède pas encore, c'est un vieux conservateur, très très immobile, Konstantin Tchernenko, qui du 13 février 84 au 10 mars 95, c'est-à-dire 11 mois à peine, va donc prendre la suite. Il ne se passera quasiment rien durant cette période-là, si ce n'est peut-être le fameux boycott des Jeux Olympiques qui ont lieu à Moscou par les puissances occidentales. C'est une période vraiment particulièrement, comment dire, figée que celle de Tchernenko. Il est temps, en effet, qu'un réformateur accède aux affaires. Et ce sera le cas de Gorbatchev qui, en effet, donc en 1985, en mars 1985, accède aux affaires avec un vaste programme de réformes, largement inspiré, on l'a dit, de celle du socialisme à visage humain qu'avait tenté de mettre en place Novotny et Dubček. Alors Gorbatchev, qui est, c'est un personnage de la nomenclature, il est né en 1931, il a fait toutes ses classes dans le parti, dans l'administration de l'État soviétique, mais il a des vues neuves, effectivement, il l'écrira d'ailleurs dans son livre, Perestroïka, vues neuves sur notre pays et le monde. Il a des vues neuves en matière de réforme et il va tenter, effectivement, de faire un peu tenter de mettre en place ces fameuses réformes des Tchécoslovaques mises à la sauce soviétique. Et puis aussi, il essaie de se baser un peu sur ce qu'ont fait les voisins, et notamment la Chine communiste, qui a très bien réussi avec Deng Xiaoping des réformes économiques majeures, tout en gardant le contrôle du Parti communiste et l'État totalitaire. L'idée, un peu le rêve de Gorbatchev, c'est de faire ça. Mais ça ne va pas du tout marcher, parce que là, évidemment, l'URSS n'est pas la Chine, et parce que tout simplement, il était bien trop tard. Et pourquoi est-il trop tard? Parce que probablement que cette période de 64 à 82 sous le contrôle de Leonid Brejnev aura été fatale à l'URSS et à son camp.
Alors, ce qui se passe, c'est très simple, ce sont deux réformes majeures, elles sont bien connues. Retenez-le quand même. La première, c'est la glasnost, c'est-à-dire ce qu'on appelle la transparence. C'est le volet politique de cette réforme. Et là, on retrouve ce que les Tchécoslovaques avaient fait, c'est-à-dire le retour aux libertés fondamentales, le pluripartisme, enfin une forme de pluripartisme, le retour également aux libertés d'association, de réunion. On a le droit de se mettre en grève, on a le droit de dire tout ce qui ne va pas dans l'URSS pour justement qu'on puisse la changer. Donc là, il ouvre le couvercle évidemment des contestations de pays qui se sont oppressés, notamment ceux de l'Asie centrale soviétique, hein, mais pas seulement, aussi de l'Union soviétique européenne, c'est-à-dire ces États que sont la Biélorussie et l'Ukraine principalement, qui tous, évidemment, dans le sillage de cette glasnost, eh bien, vont tout simplement commencer à se révolter, à manifester et à tout simplement demander leur indépendance, mettant l'Empire soviétique évidemment très à mal. Et n'oublions pas que ça impacte aussi les trois fameux États baltes hein, qui sont au nord. Politique intérieure toujours, bien sûr, cette fois-ci c'est la perestroïka, la fameuse restructuration. Hein. Cette restructuration, là, il s'agit du volet économique, hein. Un volet économique, donc dans lequel, eh bien, on va essayer d'installer un peu de capitalisme dans le système soviétique. Donc, retour à la petite propriété autorisée, des réformes qui tentent évidemment de rendre plus cohérente hein, l'organisation évidemment économique soviétique, hein, disparition des fameux grands plans, de l'industrialisation à outrance, etc., etc. Là aussi, la corruption évidemment intense hein, qui va régner en Union soviétique, va faire capoter progressivement toutes ces réformes économiques, puisque les problèmes politiques, finalement, vont finir par l'emporter. En politique extérieure, bah, qu'est-ce que c'est? Dès juillet 85, évidemment, ce sont les spectaculaires annonces de la, comment dire, dénucléarisation de l'URSS, du chemin vers la détente, de la main tendue vers les États-Unis de Ronald Reagan, qui qualifie encore, avant le début de cette détente définitive, l'Union soviétique d'empire du mal. Donc plusieurs gestes très forts, l'arrêt des essais nucléaires, puis ensuite les premiers processus du désarmement, hein, évidemment, que va mettre en place Gorbatchev, les premiers accords hein, avec le successeur aussi de Reagan, hein, le président Bush, au début des années 90. Tout cela nous mène hein, effectivement vers vraiment un arrêt, une fin de la guerre froide. Mais cette fin de la guerre froide, évidemment, ne va pas être sans grosses accroches. N'oublions pas, dans cette deuxième partie des années 80, bah, c'est le terrible accident de Tchernobyl. L'Union soviétique apparaît vraiment comme un pays vermoulu. Son nucléaire ne fonctionne plus. Cette centrale qui explose en Ukraine, à Tchernobyl, fera des milliers et des milliers de morts sur les décennies qui ont suivi. C'est un des grands drames de la période, ne l'oublions pas. Hein. Les autres conséquences, eh bien, ça nous amène évidemment à la deuxième partie hein, de ce petit topo, donc sur l'année 89, une année charnière. Alors cette année 89, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est quand même celle que les soviétiques, que le pouvoir communiste soviétique ne voulait pas voir, hein, probablement, parce que tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, d'une part, on va avoir hein, le délitement hein, de l'intérieur même hein, de l'Empire soviétique. Toute l'Asie centrale hein, va petit à petit s'en aller de l'Empire, les pays également qui sont situés à l'ouest, hein, je l'ai dit tout à l'heure, la Biélorussie, l'Ukraine, les pays baltes, hein, tous ces pays-là sont sous, comment dire, profitent hein, de
la glasnost, hein, les peuples organisent des référendums, ils souhaitent évidemment redevenir des États indépendants. Ce sera le cas effectivement pour cette Asie centrale. L'Empire s'écroule, c'est le livre que j'ai donné en référence, ne l'oubliez pas, de Hélène Carrère d'Ancos, La gloire des nations, cette historienne qui avait analysé dès les années 70 que l'Empire soviétique était un empire en fait colonial, hein, qui s'était constitué par des invasions diverses au travers des siècles, et que à la première occasion où le joug tsariste ou le joug communiste pouvait être levé, eh bien ces États retrouvaient bien sûr leur indépendance. Ça allait dans le sens de l'histoire, c'est exactement ce qui s'est produit, et ça s'est produit parce que les réformes, parce que la volonté de changement est venue de la tête du système, c'est-à-dire de Moscou, et donc de ce qu'a mené Gorbatchev. Gorbatchev n'a jamais voulu détruire l'Union soviétique, ça c'est ce qu'on dit bien sûr, notamment de la part de ses opposants, hein, mais incontestablement, il a voulu, en tout cas, entamer des réformes pour essayer de sauver la structure. Et évidemment, ça lui a échappé. Hein. Ça lui échappe tellement, toujours dans cette deuxième partie, c'est la fameuse année 89, hein, fameuse année où, pièce par pièce, les pays, hein, morceau par morceau, les pays d'Europe centrale et orientale, les anciens pays du bloc de l'Est, vont tous redevenir des États démocratiques. Ça va commencer par les Baltes, et chez les Baltes, ça se passe pas très bien, en Lettonie, Estonie, Lituanie, parce que, tout simplement, la première réaction des soviétiques, ce sera d'envoyer l'armée rouge, hein, pour, comment dire, empêcher ces États qui font partie de la fédération soviétique de partir. Gorbatchev empêchera cette opération, il faut le savoir, hein, et les États baltes, évidemment, vont redevenir progressivement indépendants. Ils sont suivis de très très près par les Polonais. La Pologne, où la contestation du début des années 80, qui avait été écrasée par Jaruzelski, reprend de plus belle, aidé par le pape Jean-Paul II, n'oublions pas, depuis 78, qui a rescapé en plus d'un attentat dont on saura que Moscou était derrière via la Bulgarie un peu plus tard, et ce pape Jean-Paul II qui ne va avoir de cesse, comme on le sait, hein, de soutenir cette dissidence polonaise. Ça marche tellement que cette fois-ci, Jaruzelski n'a plus le choix, il entame une politique dite de table ronde, hein, où on va associer progressivement les leaders de la contestation, Valéza en tête. Les premières vraies élections libres vont envoyer balader tout simplement le parti communiste polonais, et ce sera Valéza qui sera le premier chef d'État, hein, en 89, effectivement, de cette Pologne libre. Hein, ce sera le premier pays. Ensuite, on descend la carte avec la Tchécoslovaquie, grande manifestation, c'est la révolution de velours. Là, ce sera Václav Havel, dont je vous ai projeté quelques images, qui a été ce leader dissident, lui aussi, arrêté dans les années 70. Et Václav Havel qui sera le premier président de la Tchécoslovaquie libre. La Hongrie aussi, avec Joseph Antall et d'autres dissidents qui vont pousser vers la sortie le vieux János Kadar, hein, et qui va mener donc effectivement là aussi à une révolution. La Hongrie, ne l'oubliez pas, à l'été 89, est la première à ouvrir le rideau de fer, hein, avec le Premier ministre Gyula Horn, encore de la période communiste, mais déjà réformateur. C'est très important, c'est avant Berlin, et qui va passer par cette ouverture à l'été, bien sûr, toute cette masse énorme d'Allemands de l'Est qui s'étaient installés au bord du lac Balaton, hein, qui est ce grand lac du sud de la Hongrie. Et puis ensuite, bien sûr, c'est comme une traînée de poudre. La Roumanie de Ceausescu, régime épouvantable, eh bien tout simplement c'est une révolution qui éclate en décembre. Ça se passe extrêmement mal, beaucoup de morts. Ceausescu lui-même, qui tentera de s'enfuir en Chine, sera arrêté et jugé sommairement et fusillé le 25 décembre 1989. La Roumanie, elle aussi, avec un gouvernement communiste de transition dirigé par Iliescu, donc un communiste ex-dissident, donc lui aussi va entrer, donc la Roumanie, elle aussi va entrer dans une période dite de transition à partir de ce moment-là pour amener à la Roumanie, bien sûr, actuelle. La Bulgarie va suivre de peu, mais un peu plus lentement. Le communisme, Todor Žižkov, sera poussé vers la sortie, mais ça prendra un petit peu plus de temps. De même qu'en Albanie aussi, il faudra attendre le début des années 90 pour voir disparaître complètement, effectivement, les régimes communistes de l'Europe.
hein. Bien sûr, j'ai gardé pour la fin le plus beau moment, bien sûr, c'est l'Allemagne de l'Est qui est une des dernières à céder en novembre 1989, le 9 novembre, bien sûr. C'est la fin du mur de Berlin, le régime est-allemand de Honecker s'écroule. Honecker est remplacé rapidement par un réformateur gorbatchevien qui lui-même va être chargé d'organiser les futures élections en Allemagne de l'Est qui vont mener à la réunification moins d'un an plus tard. 9 novembre 89, le mur s'effondre, les deux Allemagnes vont pouvoir se réunir et avec un chef d'État commun qui sera Helmut Kohl, dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, et qui sera le chancelier, le premier chancelier de l'Allemagne réunifiée en 1990, quelques mois seulement pour la disparition de l'Allemagne de l'Est, qui pourtant était présentée comme le fleuron du camp socialiste. Il ne reste donc vraiment plus rien de tout cela, et en cette fin d'année 1989, début des années 90, c'est l'URSS elle-même qui rentre dans une forme de crise finale. En 89, Gorbatchev a réussi d'une part à régler la crise des SS-20, à négocier un départ sans gloire du conflit afghan, à commencer le retrait bien sûr des soldats soviétiques qui se trouvaient dans le bloc. Tout cela en quelques mois à peine, tout est balayé. Et désormais, l'Europe centrale se réouvre vers un nouveau monde, vers une nouvelle perspective, de grande perspective démocratique, un peu comme celle que l'on avait pu rêver au début des années 20. Troisième et dernière partie, c'est ce qui va se passer après, qu'on esquisse assez rapidement dans ce cours. Après 1990, 25 décembre 1991, c'est l'annonce de la dissolution de l'URSS. Il restait déjà plus grand-chose, il faut le dire, remplacé par la communauté des États indépendants, dont le principal pays sera la Russie, une Russie dirigée par son président ex-fédéral communiste, qui est Boris Yeltsin, personnage extrêmement ambitieux qui ne va avoir de cesse que de pousser à la porte Gorbatchev. Boris Yeltsin, qui va régner sur la Russie et la CEI pendant à peu près une dizaine d'années, et vous le savez, au début des années 2000, ce sera un successeur quasi désigné en la personne de Vladimir Poutine, qui arrivera aux affaires, il y est toujours, et il entamera, on le sait maintenant bien sûr, une politique de redressement national, à la fois économique et militaire, de la Russie au sein de la CEI. Autre aspect de cette période qui va suivre, ça va être évidemment à l'ouest la relance des élargissements. D'abord, on commence par les élargissements progressifs de l'OTAN, parce que c'est pas si le pacte de Varsovie a disparu que l'OTAN ne disparaît pas, et donc l'organisation du traité de l'Atlantique Nord va peu à peu absorber les pays, les ex-pays de l'Est, la Hongrie notamment, la Roumanie, tous progressivement vont intégrer l'alliance militaire atlantique. Un peu plus tard, ce sera évidemment le renforcement de l'Europe qui va se mettre en place. En 1992, on décide, vu cette grande perspective européenne, de mettre un terme, évidemment, à l'existence de la petite communauté d'États économiques, la CE, pour voir plus loin, pour voir vers un État fédéral, un État que l'on dit sera peut-être une fédération d'États-nations. On ne sait pas encore très bien. Nous sommes en 1992, c'est le traité de Maastricht qui va être ratifié progressivement par l'ensemble des pays de ce qu'on appellera désormais l'Union européenne. L'Union européenne qui elle-même va s'élargir justement vers les pays qui n'en étaient pas membres. On va commencer timidement en 95 avec l'Autriche qui était neutre, rappelez-vous, depuis 55, un État en dehors des structures européennes, un État qui avait négocié son statut pour justement être un État indépendant et surtout de plus avoir de soviétiques sur son territoire. C'était l'année 55. L'Autriche franchit le pas, elle rentre en 95 dans l'Union européenne. Et ensuite, ce sont les deux grands élargissements à l'Est, bien connus, celui de 2004, qui va être l'élargissement évidemment vers les PECO, comme on les appelle à ce moment-là de façon épouvantable, pays d'Europe centrale et orientale. Et puis, en 2007, on rajoute deux pays des Balkans qui manquaient, la Roumanie et la Bulgarie. Ça se terminera en 2013, on le sait, avec l'intégration de la Croatie, qui rejoindra la Slovénie comme pays balkanique de l'ex-Yougoslavie, à rentrer désormais eux aussi dans l'Union européenne.
Tout ça est une grande aventure. En 1992, à ce même moment, la Tchécoslovaquie va se dissoudre sans guerre, elle, pas comme la Yougoslavie qu'on va évoquer maintenant, pour redevenir la République tchèque d'un côté et la Slovaquie de l'autre, deux pays néanmoins qui bien sûr resteront membres de l'Union européenne. Le grand drame de la fin de cette période, c'est évidemment la grande guerre civile qui va se mettre en place dans le sud-est européen, qui va durer 10 ans et qui commence effectivement, c'est très clair, des conséquences de l'effondrement de l'Union soviétique et du bloc de l'Est. C'est la guerre de dissolution de la Yougoslavie qui commence, comme vous le savez, dans les années 90-91 pour se terminer vers 2000-2001 et ramener cette région où vivaient ensemble effectivement les Slaves du Sud, les Yougoslaves, à la carte, en effet, que l'on connaissait si bien de l'avant-guerre de 14-18. Cette guerre fera 300 000 morts, c'est une guerre épouvantable où les démons du nationalisme vont se déchaîner, une guerre civile, une première guerre européenne qu'on n'avait pas vue depuis 1945, une guerre que l'Union européenne, en pleine naissance dans ces structures, va avoir beaucoup de mal à juguler. Il faudra faire appel aux États-Unis pour avoir une première pause avec les accords de Dayton en 1995, et ensuite, tout simplement, avoir plusieurs médiations pour les différentes guerres qui vont suivre jusqu'à la guerre du Kosovo des années 2000. C'est encore une région qui n'est pas stabilisée à l'heure actuelle et qui reste une région extrêmement agitée. Conséquence, effectivement, sans doute la plus aiguë de la fin de la guerre froide et du retour de l'Europe centrale vers la liberté. Je vous remercie d'avoir suivi ces 10 volets donc de cette émission. La séance suivante, comme vous le savez, sera consacrée à une séance de révision générale pour le partiel. Je vous dis donc à très bientôt. Je vous invite à liker, comme d'habitude, cet épisode s'il vous a intéressé. Et je vous invite également à vous abonner à cette chaîne, qui donc va comporter ces 10 cours d'histoire de l'Europe centrale, bien sûr, mais qui comporte bien des choses que j'y ai mis avant, bien des choses que je continue d'y mettre et que j'y mettrai après. Et je vous invite à faire vivre cette chaîne. Je la fais par pur plaisir, elle n'est pas monétisée, je n'ai pas l'intention qu'elle le soit. Et tout le monde est libre d'y venir pour tout simplement y pêcher un peu de connaissances que j'ai essayé en tout cas de vous donner. Je vous dis au revoir, à une prochaine fois, bonne continuation à toutes et à tous.